Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur En toute puissance de B6 Axo. Comme d'habitude, vous êtes très fortement recommandé si vous avez des demandes, des éléments à partager, que vous évoque le texte, si vous avez des mots que vous voulez comprendre, peu importe, bref. N'hésitez pas à interagir, que ce soit en commentaire sur YouTube ou dans le chat en live, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et nous on va continuer donc la lecture avec le flow versus la pleine conscience. Je suis en mode radio en travaillant, et bien j'espère que ça se passe bien au travail. J'espère que ça se passe bien, et j'espère que le mode radio se passe bien aussi, que tu apprécies la lecture. Le flow et la pleine conscience ont en commun d'être tous les deux des états d'esprit liés à l'attention, plus ou moins répandus dans la vie d'une personne, et de n'être pas moralement bon en soi, bien que ces deux états soient connectés à divers bien-être de la personne. Cependant, ce sont des états extrêmement différents d'attention. Le flow est un focus, une absorption totale dans une activité, au point que la personne n'a plus conscience d'elle-même, alors que la pleine conscience est une attention à tout, intérieur comme extérieur, sans forcément être connectée à une activité. Les chercheurs ont supposé et démontré que la pleine conscience des personnes augmentait leur capacité à expérimenter leur flow, un état aidant l'autre, à distance. La pratique montre aussi que ce duo semble s'aider mutuellement. Le flow est également un état souvent expérimenté par les artistes et par les créatifs. Par ailleurs, ils ont eux-mêmes recours à des techniques de pleine conscience, de méditation, ce qui laisse penser que ces deux états diffèrent, ont une interaction positive entre eux. Ah, pourquoi est-ce que j'arrive pas à descendre le texte? Voilà. Cependant, ces états n'adviennent pas en même temps, ou peuvent être en conflit à un moment donné. Dans une étude, les personnes entraînées à augmenter leur pleine conscience avaient des capacités d'absorption dans l'activité qui étaient diminuées, ce qui correspond bien à la distance avec l'expérience enseignée lors des exercices de pleine conscience. Le résultat était logiquement attendu, car il semble logique que l'on ne puisse pas à la fois se tenir sur les rives d'un cours d'eau, la pleine conscience, observer avec distance l'expérience, et être emporté par le même courant, le flow, être totalement dans l'expérience. Cependant, l'absorption dans une activité n'est qu'une facette du flow, et ils ont testé aussi la facette contrôle du flow, qui est d'être au contrôle de son activité, et qui n'était pas corrélée positivement ou négativement à la pleine conscience. Néanmoins, ces mêmes chercheurs ajoutent que l'entraînement à la pleine conscience pourrait aider à balayer mentalement ce qui empêche les personnes d'entrer en état de flow. On ne peut superposer les deux états, mais ils peuvent s'aider à distance dans le temps, de façon séparée. Dans une perspective d'autorégulation, une séquence optimale pourrait impliquer de d'abord examiner attentivement la situation et ses réactions, la pleine conscience, afin de décider quoi faire, puis de passer dans un état de flow en fonction de ses activités sélectionnées, puis de passer dans un état de pleine conscience afin d'observer les résultats de ses actions, puis d'entrer dans un autre état de flow afin d'accomplir au mieux les actions suivantes, et ainsi de suite. Donc tout simplement, là il parle du fait que la pleine conscience, qui est donc ce qui est étudié concrètement dans l'ouvrage de En toute puissance, la pleine conscience en fait va pouvoir interagir, va pouvoir se retrouver avec le flow, mais ils vont pouvoir difficilement être faits en même temps, parce qu'effectivement ce sont deux positions qui sont assez opposées. Le flow nous demande d'être en plein milieu d'activité, de se laisser emporter par l'activité, que justement on ne fasse plus attention au contexte, et notamment ce qui a été montré juste avant, c'est que même dans des contextes où justement c'est malsain, où l'activité est pas éthique, où l'activité peut dépendre de processus, de comportements, par exemple hiérarchiques, qui sont inadaptés, ce genre de choses. Le flow nous permet en fait de nous mettre à fond dans l'activité et de passer outre ça. Et notamment, on peut, quand on a une activité qui est malsaine, utiliser le flow, utiliser justement une manière de proposer, de mettre en avant les activités pour justement mettre les gens en état de flow, pour ne pas qu'ils se posent la question, pour ne pas qu'ils se remettent en question et pour ne pas qu'ils remettent en question l'activité et ce qui l'entoure. A contrario, la pleine conscience, elle... Excusez-moi. A contrario, la pleine conscience, elle justement nous demande exactement l'inverse, elle nous demande de prendre du recul, elle nous demande de regarder de loin et de se dire est-ce que là justement objectivement c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait changer, ce genre de choses. Donc effectivement on a deux états qui sont assez peu adaptés à être faits en même temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que les deux réagissent très bien l'un avec l'autre et permettent de renforcer l'un et l'autre.
mais il faut juste les faire en décalé. Et donc là, ce qui est proposé notamment, c'est tout simplement que vous entrez d'abord en pleine conscience, vous étudiez ce qui vous entoure, vous étudiez votre activité, vous voyez ce qui est à mettre en priorité, ce qui est à mettre en avant, ce qui est au contraire à mettre de côté, ce qui est à mitiger un maximum. Vous rentrez ensuite en état de flow dans ce qui justement était à valoriser, ce qui était bien. Une fois fait, vous repassez en état de pleine conscience, vous étudiez les résultats, vous étudiez ce que vous avez fait, vous voyez à nouveau qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté, et vous re-rentrez à nouveau en état de flow, et vous faites ça en fait de manière cyclique, pour essayer d'avoir justement quelque chose qui est plutôt adapté et qui est plutôt positif. Et petit appel, j'espère que ça s'est bien passé le petit appel. Du coup on a relancé la VOD, donc voilà, tu peux dire bonjour YouTube, YouTube te voit, voilà, regardez, YouTube, ça c'est les fougères de Twitch. Alors les fougères de Twitch, vous pouvez dire bonjour à YouTube, par contre, YouTube, vous pouvez pas dire bonjour aux fougères de Twitch. Non, ça marche moins bien. Sorry. Voilà. Mais vous voyez, Xakabi vous dit bonjour. Parce qu'elle est polie. Voilà. Il y a des personnes polies. Eh oui, eh oui. Puis il y a des personnes pas polies. Par exemple, les fougères de Twitch, les fougères de YouTube, elles sont pas polies parce qu'elles vous disent jamais bonjour. Hein. C'est abusé. Hein. Franchement, c'est abusé. Hein. Je disais donc, on reprend. Le flow demande aussi de fortes parts vertueuses de pilotage automatique au niveau des compétences. Les automatismes ne sont pas nécessairement mauvais. Par exemple, on ne peut pas bien conduire si on est trop conscient de chacune des étapes, comme peut l'être un débutant. Et il en va de même pour de nombreuses activités qui sont maîtrisées lorsque justement on peut être en pilote automatique. Par exemple, la lecture n'est pas pleinement appréciée. La lecture n'est pleinement appréciée que lorsque l'enfant peut lire sans avoir conscience de décortiquer les syllabes, les mots entre eux, etc. Les gestes sportifs ou les gestes nécessaires à jouer d'un instrument sont parfaitement efficaces lorsque justement la conscience n'a plus à s'en occuper, qu'ils sont automatiques. La pleine conscience permet à terme de mettre un frein au processus automatique préjudiciable. Par exemple, avoir des gestes violents à la moindre contrariété. Mais cela peut être nuisible de mettre de la conscience dans des processus qui sont automatiques tout à fait efficaces, appropriés à la situation, à une éthique altruiste. Par exemple, le fait par impulsion, sans conscience, de venir en aide à une personne qui vient de tomber. Cela peut être un processus bas, très peu élaboré intellectuellement, fait en pilotage automatique, de l'ordre du réflexe. En tant qu'animal social, nous avons une forte aversion à la souffrance, et celle-ci n'a aucunement à être déconstruite, ou à vue, à distance, par la pleine conscience. Le flow est aussi qualifié par les chercheurs de processus hypoégoïque, c'est-à-dire que la personne abandonne le contrôle de la conscience et laisse les processus inconscients prendre les rênes de l'activité en cours, d'où le sentiment par ces personnes d'abandonner leur ego. La pleine conscience en amont et en aval permettrait de prendre des décisions sur le comment faire, de poser un cadre pour le moment du flow où il n'y a plus de contrôle conscient. C'est peut-être pour ces processus hypoégoïques que certains méditants bouddhistes parlent souvent de l'état de flow de façon positive. C'est un effectif détachement de l'ego. C'est un effectif détachement de l'ego qui, s'il est par ailleurs cadré par une pleine conscience en amont, peut être pleinement cohérent avec une éthique altruiste. Est-ce que cela va nous servir à étendre l'autodétermination ? Les deux théories, la SDT et le flow, sont extrêmement en accord sur ce qu'il y aurait à faire pour améliorer les environnements sociaux. Il y a les mêmes recommandations au sujet de feedback, et de même critique des contrôles extérieurs, de l'absence de liberté. En cela, c'est très souvent la SDT et la recherche sur le flow se complètent à merveille pour repenser la structuration de nos activités, leur visée, leur bien-être. La SDT est elle-même à construire, expérimenter, élaborer le besoin de compétences à partir, entre autres, des études de... je sais plus le dire, de Billy, voilà. Je vous laisse prononcer vous-même chez vous le nom de notre chercheur ici. Moi c'est Billy, ça restera Billy for the win, voilà. Le point de désaccord léger entre ces temps de recherche est davantage d'ordre théorique, concerne notamment le modèle de calcul du flow et ce qui alimente principalement la motivation intrinsèque. La SDT réaffirme que le besoin de compétences n'est pas uniquement satisfait parce qu'on proposerait à l'individu une tâche avec un bon ratio défi-compétences, mais bien parce que ses besoins fondamentaux sont respectés et nourris. Elle prend l'exemple des jeux vidéo, dont l'étude a montré qu'en fait, ce ratio défi-compétences n'est pas forcément le facteur principal qui augmente la motivation intrinsèque au jeu, mais c'est davantage le sentiment de maîtrise et les feedbacks positifs. Mais rappelons également
que dans les conseils, Billy prend en compte ce besoin d'autonomie, en taxant le contrôle de distraction et en recommandant de l'éviter. Et de proximité sociale, en recommandant que les superviseurs ne s'appuient pas sur l'ego de la personne, que ce soit avec des remarques humiliantes ou qu'avec des éloges qui sont inappropriés au contexte. L'autre différence est le point de départ pris pour comprendre la motivation intrinsèque. La SDT nous a montré comment la MI, la motivation intrinsèque donc, pour rappel, pour une activité attrayante peut être sapée. Donc, une MI facile, car les personnes l'ont instantanément, alors que les études sur le flow ont démarré par la fascination de Billy pour les personnes qui avaient une très forte motivation intrinsèque pour des activités qui n'étaient pas forcément directement fun ou attrayantes, voire même dangereuses, difficiles, demandant une très forte compétence. Ainsi, avec la SDT, on apprend à laisser la MI des personnes s'étendre au mieux possible. Et avec les études sur le flow, on a des pistes pour la générer pour des activités qui ne sont pas nécessairement attrayantes au départ, qui demandent un apprentissage parfois intense avant d'être perçues comme motivantes. Là encore, ces points de vue sont extrêmement complémentaires et cela peut servir tout aussi bien à un développement personnel que social. Vous l'aurez donc compris, la théorie du flow va rejoindre notre boîte à outils pour nos futures quêtes, parce que le flow lui-même est un indicateur puissant d'un besoin de compétences et d'autonomie satisfait. Il concerne une activité pour laquelle on est en motivation intrinsèque, et cela, que des individus puissent vivre du flow dans une structure, montre que cette structure ne sape pas la motivation intrinsèque, qu'elle nourrit suffisamment les besoins, voire même fait preuve d'astuce pour aider la personne à être motivée intrinsèquement pour une activité qui ne lui était pas spécialement attirante au départ. Et on passe à la prochaine partie. Quête MI. Viser et préserver les motivations intrinsèques. Transformer ce qui sape les motivations intrinsèques. Viser et préserver les motivations intrinsèques. Transformer ce qui sape les motivations intrinsèques. La motivation intrinsèque est la plus puissante des motivations, la plus économique, la plus liée à un fort plaisir, à un fort bien-être. Cependant, la SDT et ses expériences nous montrent que c'est aussi celle qui est la plus fragile. Elle peut être facilement brisée par des facteurs extérieurs. Si on visait et voulait préserver la motivation intrinsèque, alors on n'installerait pas de mesures contrôlantes, de surveillance, de pression, de compétition, d'évaluation, de feedback négatif, de feedback centré sur l'ego, ni de mesures conditionnantes, de punition, de récompenses contingentes à la performance. À la place, on transmettrait les activités, les tâches, les limites, en nourrissant au mieux les besoins fondamentaux. Cette liste vaut aussi pour le respect du potentiel flow. On fournirait une explication rationnelle et significative à propos du comportement demandé, surtout son but prosocial et autonome. On laisserait du choix quant à l'exercice du comportement demandé. On reconnaîtrait toutes les possibles difficultés quant à l'exercice du comportement par la personne. On éviterait le langage contrôlant, tu dois, vous devrez, il faut, etc. On préférerait donner des récompenses non basées sur la performance, mais pour la participation à l'activité, en aval, comme un salaire par exemple. On préférerait donner des récompenses surprises. On donnerait des feedbacks positifs et ou négatifs qui ne sapent pas le besoin fondamental, mais sont informatifs, permettant d'évaluer, d'évoluer dans la compétence, non centrés sur l'ego, sans jugement de la personne, arrivant au bon moment. Cela concerne le respect du potentiel flow, mais cela respecte aussi le bon game design, mais aussi le respect d'un bon game design. On prendrait en compte la compétence, les capacités de la personne pour le comportement demandé, ou on la laisserait libre de choisir le niveau de difficulté souhaité. Étant donné que la majorité des environnements sociaux sont construits quasi à l'inverse de ces conseils de la SDT, on pourrait aussi se mettre en quête de neutralisation, de transformation des situations de contrôle. Il y aurait donc une quête de neutralisation de ces contrôles, de leur transformation, qui finalement s'approche de ce qu'on a déjà vu précédemment. Effectivement, c'est important. Comme une prime. Bah non, parce que la prime, elle est conditionnée à l'activité. C'est justement le problème. C'est que ta prime, elle est conditionnée au fait que tu as fait de bons résultats. Donc du coup, elle ne rentre pas où il faut. Elle n'est pas dans le bon processus, elle n'est pas dans la bonne vision. C'est tout le problème. Ou alors, il faut que ta prime, elle soit offerte à tous sans distinction. Et à ce moment-là, effectivement, on n'est plus sur une question de résultat. Mais du coup, est-ce que c'est toujours une prime dans le cas où elle est donnée à tout le monde, sans condition de résultat, sans particulièrement le fait que l'entreprise a vachement mieux marché cette année? Mais justement, c'est ça le problème. Les récompenses de fin de combat, elles sont données parce que tu as réussi le combat.
Si tu as réussi le combat et qu'on te donne la récompense, c'est pas bon. Si que tu aies réussi ou pas réussi le combat, et sans qu'on t'ait dit si tu réussis le combat tu as une récompense, alors à ce moment là oui c'est bon. C'est bien pour ça qu'il précise qu'il faut que la récompense, ça soit une récompense par exemple surprise, ou une récompense qui n'est non basée sur la performance, mais seulement pour la participation à l'activité, et en aval. Donc les roguelikes sont bien. Comment ça les roguelikes sont bien? Pas forcément, ça dépend comment ils sont conçus. Pas forcément. Ça peut être très aléatoire. Non, les roguelikes sont pas forcément bien conçus. Loin de là même. Ça dépend totalement du roguelike en question en fait. Encore une fois, c'est pas un genre de jeu qui va correspondre à ça, puisque ça va dépendre de la recette exacte que tu as fait dans ton jeu particulier. Si tu prends par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme roguelike qui peut être plutôt pas mal? Et non, en vrai, là les roguelikes que j'ai en tête, ils sont pas bien. Ils sont pas bons justement pour ce genre de choses. Hades. Alors Hades, est-ce que tu as des récompenses que tu réussisses ou que tu perdes? Exanima. Bref. Est-ce que Hades... J'ai jamais joué à Hades, hein, donc je peux pas... Enfin, je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Mais est-ce que tu as des récompenses que tu aies réussi ou échoué le combat en fait, et qui ne sont pas conditionnées au fait d'avoir réussi un certain nombre de combats avant, par exemple? Parce que j'y réfléchissais et je prenais le cas par exemple, typiquement, tu prends un jeu comme... ah putain, je l'avais en tête il y a 30 secondes. Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, les récompenses que tu as, même si tu perds un combat, elles sont déterminées par le fait que tu as looté avant en fait. Que tu as réussi des combats avant. Donc de fait, tu n'es pas bon, puisque les récompenses que tu as, même dans le cas où tu perds un combat et que tu arrives à ramener des trucs un peu au ras du cul, c'est conditionné au fait que tu as fait des réussites avant. Tu n'as pas une récompense pour avoir participé et c'est tout. Et là, je n'ai pas de roguelike en tête où justement, que tu aies fait le combat juste et que tu l'aies réussi ou perdu, peu importe, tu as une récompense. Et pour le coup, non, ça, je vois rien qui marche comme ça. Et je suis pas d'accord, dans un jeu, s'il n'y a pas la promesse de loot en fin de challenge, il n'y a pas de motivation d'avancer autre que celle qu'on y donne. Et ben oui, mais justement il y a des jeux qui fonctionnent comme ça et ça marche très bien. Tu as des jeux qui ne te demandent pas constamment va là-bas, va faire ça pour avoir une telle récompense. T'as des jeux qui te laissent justement en mode libre, fais ta vie, je te pose dans un univers, dans un jeu, fais ce que tu veux. T'as des jeux, voilà, typiquement tu prends Minecraft. Je suis désolé, mais Minecraft, à aucun moment il te dit va faire ça là-bas absolument. Vous avez absolument nécessairement la nécessité d'aller buter tel ou tel mob pour avoir tel truc. Non. Dans Minecraft, t'es en mode YOLO. Tu vas construire ton petit truc. C'est très bien Minecraft, je suis assez d'accord. C'est très bien Minecraft. C'est pas une mécanique où pour le coup on va te dire attention, ta récompense va être conditionnée au fait d'avancer. Au fait d'aller à faire tel combat. Non, tu vas être récompensé par les objectifs que toi-même tu vas te définir dans Minecraft. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez ouf sur Minecraft, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle Minecraft marche aussi bien autant d'années après. C'est parce que justement il y a ce côté de te laisser la liberté de te définir tes propres difficultés, de te définir tes propres objectifs, et du coup bah tu es en totale liberté et tu vas prendre du plaisir et définir tes objectifs, tes envies en fonction de ça. Et la récompense que tu vas avoir, elle va être totalement définie en fonction de ce que toi tu veux en fait. Tu n'as pas de récompense qui va être conditionnée au fait d'aller faire tel ou tel truc en fait. Ça n'a pas de sens. C'est toi qui vas te définir tes objectifs et du coup potentiellement une récompense avec ça. Europa Universalis 4 est un bon roguelike dans cette optique. Je n'ai jamais touché à Europa Universalis. Autant les Crusader King oui, autant j'avoue que Europa Universalis pas du tout. Dark Souls va affronter un boss où tu n'es pas censé le faire. Ah mais Dark Souls c'est l'exemple contraire absolu. Dark Souls c'est horrible. En vrai, ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bien, qu'on soit d'accord. Ça marche très bien ces mécaniques aussi. C'est juste que par contre vous n'êtes pas du tout dans la pleine conscience et vous n'êtes pas du tout dans le flow. C'est la seule différence. The Last Spell fonctionne comme ça. Le village est attaqué, tu perds très souvent la bataille mais tu cumules toujours de l'XP qui te permet de mieux réussir par la suite. Même si tu perdais tous les combats, tu aurais des récompenses? Si oui, alors oui, effectivement. Si peu importe le résultat de ton combat, et même si tu faisais que des échecs,
tu gagnes à chaque fois quelque chose, alors oui, ça marche dans cette optique-là. Effectivement, effectivement. Your Kingdom, ça me parle vite fait, mais là comme ça, je vois pas ce que c'est. Your Kingdom. Est-ce que c'est créer votre royaume? Qui d'ailleurs est dans ma liste de souhaits. Ah oui, ça a l'air d'être le genre de jeu pour moi. Faudra peut-être que je vous fasse un test de ça. Ah. Ah. Intéressant. Bref. Kingdom juste. Ah, Kingdom to Crown, ce genre de choses. Et bah Kingdom to Crown, je suis désolé mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si dès le début t'échoues et que t'échoues constamment, tu n'avanceras pas. Tu n'auras aucune récompense. Tu n'as de récompense dans Kingdom qu'à partir du moment où tu réussis des trucs. Quand bien même tu perdrais à certains moments. En fait, faut que tu aies gagné des choses avant. Il faut que tu aies gagné des défenses avant pour en avoir des récompenses. En l'occurrence, le fait que ce que tu vas gagner comme récompense, c'est le fait que tu as réussi à mettre tel ou tel bâtiment, à faire avancer à tel niveau, à trouver un village, ainsi de suite, à débloquer un pouvoir, ce genre de choses. Mais il faut que tu aies gagné. Tu n'as pas de récompense qui n'est pas conditionnée à une forme de victoire. Donc du coup, non, Kingdom ne marche pas. Kingdom to Crown ne marche pas dans cette optique. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui marche dans cette optique? Je réfléchis un petit peu dans les jeux qu'on a fait dernièrement. Craft the World, ça marche. Craft the World, même si vous perdez strictement tous les combats dès le début et jusqu'à la fin, techniquement vous gagnez toujours des trucs. Parce que vous gagnerez toujours de l'XP. Ce qui va vous faire monter de niveau. Ce qui va vous faire gagner plus de nains. À chaque fois que vous allez tuer des ennemis, et même si vous perdez à chaque fois systématiquement, vous allez avoir des loots qui vont rester au sol. Vous allez récupérer des ressources. Vous pouvez techniquement perdre tout le long de la game contre tous les ennemis que vous rencontrez. Et quand même réussir à faire quelque chose de votre partie. Attendez, il y a un truc trop mignon. Oh, elle a bougé. Elle était sur le dos avec les pattes en l'air. Elle était trop choupie. Ma puce, t'étais trop choupie. Tu veux pas refaire la choupie? Hein? Tu veux pas refaire la choupie? Un petit brindille. Elle était avec ses quatre pattes en l'air. Elle était trop mignonne. Elle était trop mignonne avec ses quatre pattes en l'air. Et puis en fait, j'ai tourné la caméra. Et elle a fait: oh mon dieu, non. Ça fait peur. Ça fait peur. Bref, tout ça pour dire que avec notre petit aparté, oui, elle est trop choupie. Tout ça pour dire qu'avec notre petit aparté, vous pouvez avoir des jeux qui sont très bons, mais qui ne sont pas dans le flow, qui ne sont pas dans la pleine conscience. Parce que leur mécanique, leur game design ne le permet pas. Notamment quand vous partez du principe d'avoir des récompenses seulement en fonction des réussites de combat. C'est pour ça que ça ne marche pas toujours. Valheim, Valheim, si tu ne gagnes pas les combats, tu n'avances pas. Donc du coup non, Valheim ça ne marche pas. Ça peut être un très bon jeu, encore une fois c'est pas la même chose hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas en état de flow ou pas en état de pleine conscience que le jeu n'est pas bon. C'est pas la même chose. Par contre c'est juste que la mécanique et la manière dont est pensé le jeu et conçu le jeu ne permet pas le flow. Tout simplement. Et quand vous parlez des Sims, alors les Sims ça fait des plombes que j'ai pas joué. Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Vraiment pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ton chat, peu importe ce qu'elle fait, elle va gagner votre amour. Mais oui, elle est trop belle. Elle est trop choupée. Bref, sur ce, je vais continuer. Je vais continuer le texte un petit peu quand même. Étant donné que la majorité des environnements... Non, ça on l'avait lu, pardon. Ça on l'avait lu. Mais parfois, les environnements sociaux proposent des activités qui ne sont pas du tout intrinsèquement motivants. Les défis seraient donc de voir ce qui s'appelle la motivation intrinsèque qui était peut-être présente ou ce qui la bloque, ou encore comment reconstruire l'activité pour viser des formes de MI ou au moins des formes de motivation extrinsèque intégrées. Étant donné les leçons que nous apprennent la SDT et le flow, l'ennui profond pourrait être un indicateur alertant qu'il y a peut-être un problème de conception quant aux activités proposées par l'environnement social.
Alors en fait, elle me prend en traître. J'ai remis la caméra sur moi. Et de nouveau, elle a les 4 pattes en l'air. Et là, j'ai un peu bougé vers elle, elle s'est remise en mode normal, genre non, non, j'ai pas les 4 pattes en l'air. En fait, elle veut pas que vous la voyiez en mode mignonitude absolue. Tu triches, hein, le chat. Tu triches. Tu triches. Alors, plus précisément, si l'on résume ce que nous avons vu, ce qui ne sape pas, préserve, voire nourrit l'AMI, les récompenses surprises, le feedback positif qui préserve la propriété de la réussite à la personne, le feedback informatif, la récompense congruente, par exemple des livres en cadeau pour augmenter la MI à la lecture, soutien à l'autonomie, le langage non contrôlant, la reconnaissance des sentiments, la justification de la tâche demandée, le but prosocial, le choix du niveau de difficulté, professeur ou superviseur en orientation autonome, ce qui sape la MI, le feedback positif sape l'autonomie, qui retire la propriété de la réussite à la personne. Par exemple, vous avez réussi comme on s'y attendait. Évaluation, même si le feedback est positif. Menace de punition, surveillance, contrainte de temps quant à la réalisation, compétition, feedback humiliant, indifférence, récompense incongruente. Par exemple, un jeton de récompense après avoir lu. Si on dit que l'instructeur a transmis son savoir pour de l'argent. L'amorce à l'ego. Exemple, cette activité mesure votre intelligence. Climat social perçu à juste titre comme menaçant, oppressant, contrôlant, tendu. Professeur ou superviseur en orientation contrôlée. Si on filtre ceci avec ce qu'on a vu précédemment, la préservation de la motivation intrinsèque est impossible ou presque dans une situation qui sape les besoins. Par exemple, la situation dans la pâtisserie vue précédemment coche tous les critères qui sont anti-MI. Surveillance, feedback négatif, punition, absence de choix, etc. On découvre que Favi répond à tout ce qui préserve la motivation intrinsèque. Elle n'a pas de surveillance, elle n'a pas de réponse conditionnée à la performance, elle a mis en place tout ce qu'il faut pour la nourrir, laisser le choix à la personne et aux équipes de faire ce qu'elles veulent, se donner les défis les plus singuliers qu'ils soient, etc. Et qu'elle s'exprime chez les personnes, comme celui qui a inventé son métier, ou encore ceux qui faisaient des cadeaux de Noël surprise, etc. La désobéissance altruiste peut devenir une activité à elle seule qui est à motivation intrinsèque. Découvrir des solutions, trouver de nouveaux moyens répondant furtivement aux besoins des aidés. Cependant, elle est davantage caractérisée, il me semble, par une motivation extrinsèque à régulation intégrée. On verra au chapitre suivant que c'est une motivation puissante qui repose sur des valeurs, des principes, de l'expérience, etc. Comme elle advient toujours dans un contexte de sapage plus ou moins intense, avec des critères structurels anti-MI, comme la surveillance ou la compétition, le vécu en est difficile. Prendre en compte tous les points précédents peut apparaître profondément utopique. Alors d'emblée, pour ce chapitre MI, j'ai décidé de commencer par des quêtes constructives qui montrent que non seulement on peut construire des environnements qui ne sapent pas la MI, mais qui génèrent du flow pour des activités qui sont non attrayantes au départ, le tout en répondant aux besoins fondamentaux des personnes. Ces exemples auront aussi un fort écho pour les parties suivantes, les confrontations diverses. Hop, non, c'est rien, pardon. La construction MI, Montessori réactualisé, Quest to Learn. Hop. Donc construction, la motivation intrinsèque pour la lecture et dès la maternelle. Céline Alvarez a mené une expérience d'éducation d'environ 3 ans en France, dans une zone d'éducation prioritaire sur un modèle Montessori augmenté des dernières connaissances de psychologie du développement, en psychologie cognitive, en neuropsychologie concernant les enfants de maternelle. Son modèle a été exporté et testé en Belgique où elle a accompagné la transformation des classes. Nous aurions très bien pu mettre cet exemple en partie confrontation, car Alvarez était déterminée à montrer une alternative intrinsèque qui s'opposait au modèle habituel, qui, selon elle, ne prend pas en compte les lois du développement de l'enfant et crée des difficultés. Elle n'est pas entrée dans l'éducation d'une façon classique, mais bien avec la volonté de changer les choses de l'intérieur. En 2009, elle décide de mener une expérimentation dans une école publique en zone d'éducation prioritaire, avec un suivi scientifique chaque année. L'éducation nationale donne son feu vert, elle obtient un financement de 10 000 € qui servira au matériel et à mieux rémunérer l'ATSEM, qui a un rôle plus important qu'en classe traditionnelle. Elle s'est d'abord attaquée au design de la classe de maternelle, en se basant sur les environnements Montessori qui sont très nourrissants des besoins de compétences et d'autonomie. La classe est organisée de façon à avoir plusieurs activités différentes à disposition, en petits ateliers autonomes.
certains se faisant seuls, d'autres à plusieurs. Chaque atelier se concentre sur un apprentissage, la lecture, l'écriture, le raisonnement mathématique, la géographie, etc. Le matériel de ces activités est lui aussi particulier. Par exemple, les barres rouges sont des barres tout identiques, excepté leur longueur. L'exercice étant pour l'enfant de les classer par ordre de grandeur, ce qui affûte les capacités fines de discrimination visuelle, capacité qui servira également à la géométrie. Le matériel est intrinsèquement clair, car il n'y a qu'une caractéristique qui distingue ces éléments entre eux, la longueur. Le feedback de l'activité de classement est aussi très distinct. L'enfant peut savoir lui-même, après avoir été guidé par l'adulte, qu'il y a des erreurs si une barre dépasse. L'objectif est clair après explication de l'adulte, et pour un enfant en maternelle, c'est un défi suffisamment complexe sans l'être trop. Il s'exercera par essai et par erreur, et à un moment donné, l'activité sera totalement maîtrisée. C'est alors qu'il faudra l'encourager à une autre activité. Toutes ces activités proposées sont parfaitement calibrées pour nourrir le besoin de compétences, d'expérience optimale, donc la motivation intrinsèque. On pourrait dire aussi qu'elles respectent les règles de game design, qui sont les mêmes que pour l'expérience optimale, parce qu'elles sont, en plus, réalisées dans un cadre où l'enfant est laissé autonome, mais avec un guidage type tuto. Elles proposent un défi adapté aux enfants, ni trop dur, ni trop facile. Elles ont un feedback clair, nécessitant néanmoins un étayage de l'adulte avec des présentations entre autres. L'enfant peut s'auto-corriger, savoir qu'il réussit, ou qu'il faut faire différemment pour réussir. Leurs objectifs sont clairs. Elles sont choisies par l'enfant, et il peut les continuer tant qu'il veut. Il peut s'organiser comme il veut. Autrement dit, la participation est volontaire, elle est libre. Il n'y a pas de récompense ni de punition. Il n'y a pas de jugement via des évaluations, de notes ou autres. Les réussites sont célébrées par une joie commune. Les échecs face à une activité sont pris en douceur par des réexplications sur les feedbacks, ou la guidance vers une activité ou un défi qui est plus adapté à l'enfant. L'apprentissage Montessori se fait aussi avec des classes où les âges sont mélangés. C'est un élément qui est important, qui sert à la fois à la proximité sociale, la compétence et l'autonomie. Les petits ont des modèles directs qu'ils vont avoir tendance à imiter. Les grands ont des opportunités d'activité et renforcer leurs connaissances et leur empathie en aidant les petits. L'estime de soi de tous en est donc renforcée. Les adultes n'interviennent pas pour forcer le contact. Cela se fait naturellement, comme ils vivent ensemble. Concrètement, une journée se déroule de la sorte. Anna Anna, l'ATSEM, se chargeait de l'accueil à la porte d'entrée, réglant avec les parents les détails administratifs. Les enfants se déchaussaient, enfilaient des chaussons, puis Alvarez accueillait les enfants un par un, prenant le temps de discuter avec chacun de leur quotidien. Puis elle les invitait à choisir une activité qui leur avait été déjà présentée par un adulte ou par un enfant plus âgé. S'ils avaient du mal à faire un choix, elle parcourait avec eux les étagères en leur rappelant les activités qu'ils avaient intéressés auparavant. Cela suffisait souvent à les rendre enthousiastes. Ici, on voit qu'elles essayent de susciter la motivation intrinsèque ou de la rappeler, de stimuler leur autonomie. Si vraiment ils ne savaient pas, ils pouvaient observer les autres enfants, parler avec leurs amis ou prendre le temps de se reposer. Pour leur organisation, Alvarez et Biche, je sais pas comment on dit ça, Biche, bref, avaient fait un tableau où elles avaient noté toutes les activités qu'elles avaient déjà réalisées avec les enfants avec passion. Alvarez commençait ensuite à présenter des activités individuellement, de 3 à 10 présentations par matinée, faisait le suivi sur un tableau à elle, notant également si les élèves avaient acquis des connaissances. Mais les élèves ne s'apercevaient jamais de la validation. Le seul retour était qu'elle montrait de la joie à l'enfant lorsqu'il réussissait quelque chose pour lesquels ils échouaient, ainsi que des encouragements à passer à une activité différente ou à un niveau supérieur de l'activité. Les feedbacks sont verbaux, positifs, il n'y a pas de contrôle. Autrement dit, ils respectent toutes les règles de la SDT sur la conservation de la motivation intrinsèque. Lorsqu'un élève semblait découragé, elle s'asseyait à côté de lui et reprenait l'activité avec lui, autant de temps que nécessaire. Les enfants pouvaient se déplacer à leur guise, tant qu'ils le faisaient de façon ordonnée et calme, et lorsqu'ils avaient fini leur activité, ils la rangeaient. La TSEM restait disponible pour les enfants, afin de les aider dans leur activité, et jouait parfois à des jeux courts de phonologie avec eux. Soit les enfants faisaient leur activité seuls, soit ils les réalisaient à plusieurs, selon leur choix, ils n'étaient pas forcés de coopérer. Lisant des livres à voix haute sous le regard attentif des plus petits. Là aussi, qui décidait de le faire, personne ne les incitait à écouter les grands. Céline Alvarez. Il m'a souvent été dit, en résumé, dans cette classe, les enfants font ce qu'ils veulent. Tout à fait. Pas de la manière désinvolte, chaotique et désordonnée que laisse sous-entendre ce commentaire. Pour être plus clair, disons que les enfants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, ils voulaient ce qu'ils faisaient.
c'est intéressant. Le besoin d'autonomie est satisfait, et cela dans un cadre clair, sécurisant, cimenté par une proximité sociale à la fois des adultes et des enfants. Cette liberté offerte aux enfants était incluse dans un cadre structuré aux règles clairement énoncées, afin d'assurer leur sécurité, la liberté et l'ordre nécessaire aux activités. Par exemple, une règle était de ne jamais déranger l'activité de l'autre. Les enfants se fixaient parfois des objectifs qu'aucun adulte n'aurait osé leur demander. Pendant plusieurs jours, un enfant de 4 ans persévéra à apprendre à compter jusqu'à 1000. Un autre, du même âge, décida de recopier entièrement l'histoire d'un album sur un cahier. Un autre décida de faire tous les modèles d'origami d'un livre, alors que certains étaient même très difficiles à faire pour un adulte. Ce sont des comportements émergents. Cela coïncide avec ce que les chercheurs de la SDT ont remarqué lors des expériences autour de la motivation intrinsèque. Lorsque l'on laisse l'enfant libre de choisir l'activité qu'il souhaite, il choisit plus difficile que l'on ne l'aurait choisi pour lui. Ici, cela va plus loin dans la motivation intrinsèque, parce que ce genre de défi semble être une conséquence logique du flow. Celui-ci ayant été vécu pour une activité, l'enfant veut le retrouver, et pour cela, il complexifie lui-même l'activité pour ce genre de défi étonnant. Comme le cadre nourrit l'autonomie, la compétence, la proximité sociale, qu'en plus les activités sont parfaitement calibrées pour l'expérience optimale, et aussi qu'elles sont conçues comme les game designers conçoivent des jeux très prenants, alors il y a émergence. L'émergence advient lorsque l'environnement est complexe, c'est-à-dire qu'il n'est ni fermé, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple prévoir exactement tout ce qui se passe, car les possibilités sont très restreintes, ni chaotique, absence totale de règles, que les interactions entre les parties du système peuvent changer les attributs de celles-ci. Et voici que se créaient des modèles nouveaux qui n'étaient pas prévus dans les règles de départ, imprédictibles. C'est l'émergence. Dans les environnements autoritaires, l'émergence est empêchée. Tout doit être prédictible et décidé de haut, et puni si elle advient. Cela arrive parce que les environnements sociaux humains sont toujours faits d'interactions, de complexité, ne serait-ce que par les liens sociaux. À 11 h, il y avait un temps de regroupement de toute la classe. Certains étaient si centrés sur leur activité qu'ils n'entendaient même pas l'appel. Alvarez et Biche les laissaient faire leur activité, parce que c'était un signe d'un apprentissage de grande importance. Lors du regroupement, Alvarez discutait avec eux de la joie d'avoir aperçu un tel réussir une tâche difficile, et les enfants rebondissaient en expliquant à leur tour les réussites qu'ils avaient vécues chez autrui. C'était un court moment pour créer une confiance, de la bienveillance, de l'émulation. Et puis les enfants mangeaient à la cantine. Ensuite, les plus petits faisaient la sieste, et si un grand montrait des signes de fatigue, elle n'hésitait pas à lui proposer également d'aller s'allonger un peu. Il dormait le temps qu'il voulait. Certains petits qui ne voulaient pas de sieste ou n'en ressentaient pas le besoin pouvaient rejoindre la classe. Le temps de l'après-midi n'avait rien de différent du matin. Parfois, lorsque tous étaient rentrés de la sieste, ils sortaient dans la cour de récréation à 15 h pour faire des jeux collectifs, ou du vélo, des jeux de ballon. Progressivement, les enfants ne voulurent plus sortir, et même en limitant la récréation à l'après-midi, certains râlaient d'y aller parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir leur activité. La journée se terminait par un regroupement où ils chantaient, où ils méditaient, de la même façon que l'on a vu dans l'extension BF Pleine Conscience, sans allégeance. Le langage étant primordial, il n'y avait pas de tolérance pour les gros mots. Elles invitaient les enfants à utiliser d'autres mots pour exprimer leurs émotions, ou leur proposer des phrases plus précises. Beaucoup de temps était pris avec les enfants pour les aider à s'exprimer avec l'adulte, ou dans leur conflit avec les autres enfants. Cela nourrit le sentiment de sécurité, fait apprendre les compétences socio-émotionnelles, l'empathie. Tout cela nourrit la proximité sociale, fait apprendre à nourrir de façon plus autonome aussi en construisant des relations. Étant donné que l'environnement social créé avait toutes les qualités d'un environnement complexe nourrissant les besoins via une forte liberté, mais dans un cadre suffisant de règles pour ne pas devenir le chaos, il y a eu des comportements émergents. Ceux-ci, imprédictibles, ont en premier lieu surpris Céline Alvarez, qui a eu le réflexe d'en bloquer certains. Par exemple, la première année de l'expérimentation, un enfant de 3 ans, Ilyes, a voulu apprendre à lire comme les grands. Elle estime alors qu'il est trop jeune, et l'oriente vers d'autres activités qui seront plus accessibles pour son âge. Ilyes insiste, puis voyant qu'elle ne veut pas, un jour, il copie les grands, prend des lettres, les pose par terre, et demande à des enfants plus grands le son qu'elles font. Et il répète en faisant le tracé de la lettre avec ses doigts. Alvarez trouve la scène attendrissante, mais pense encore que c'est trop tôt. Ilyes continue la même activité les jours suivants, et elle se rend compte qu'il retient très bien le son des lettres. Au bout de 3 semaines, il passe de lui-même à un autre exercice réservé normalement aux enfants déjà entrés dans la lecture.
qui est de prendre un petit ticket de lecture où sont inscrits des petites actions à faire, de le lire et de faire l'action, souvent pensée pour être un peu amusante pour les enfants. Je me précipitais alors pour prendre ma caméra avec l'idée de montrer à sa maman la courageuse tentative de son fils. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il parvient à décoder ce qu'il y avait écrit sur le ticket. Le ticket qu'il avait entre ses mains indiquait « Chante », avec 2 diagrammes qu'il lut comme n'importe quelle lettre. « Chante, chante », dit-il victorieux, le visage illuminé par la joie et la fierté. Et il chanta. Il poursuivit ainsi avec le reste du ticket, me donnant ainsi une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, vous voyez, c'est un truc qui est très intéressant. Pour le coup, dans l'éducation, on va dire classique, c'est très prégnant. C'est que on estime qu'en fonction de ton âge, tu as des capacités et t'en as pas d'autres. Point. Et on ne te permet pas d'aller, par exemple, faire certains exercices. On ne te permettra pas, par toi-même, dans une classe plus classique, d'aller faire une activité qu'on va estimer au-delà de tes compétences, juste en fonction de ton âge. Or, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'on sait que les individus sont différents les uns des autres, en fait. Y compris les enfants. C'est une évidence qu'on est tous différents et qu'on a tous des capacités différentes. Et de fait, vous avez des gens très jeunes, par exemple un gamin de 3 ans, qui est tout à fait capable, parce que notamment il en a la motivation et que du coup ça pousse, ça aide à l'apprentissage, qui ont la capacité d'apprendre à lire et écrire. A contrario, vous êtes tout à fait capable de tomber sur des enfants qui peut-être de 5, 6, 7, plus, n'ont pas la motivation, n'ont pas les outils, n'ont pas les compétences pour réussir un apprentissage de la lecture aussi fluide. Et c'est comme ça en fait. Et il faut savoir réserver justement, encore une fois, des exercices et des activités qui sont adaptées à la personne en fait, ou à l'enfant en l'occurrence. L'enfant est une personne. Et ça, c'est pas vous qui pouvez le déterminer. Ça, c'est l'enfant. C'est la personne en face de vous qui peut le déterminer. Il va tester et il va voir s'il en est capable, s'il a envie de vraiment forcer ou pas, s'il voit que c'est difficile. Ou sinon, là, ça va pas être possible. La seule chose que vous pouvez avoir à faire en fait, c'est d'être là pour l'encourager si vous voyez qu'il essaye vraiment et qu'il galère, parce que ça peut être bien du coup, ou à contrario, tout simplement lui offrir un soutien si il a une demande particulière dans cette activité et qu'il a besoin que vous veniez lui donner une connaissance, un retour, par exemple, quel est le son de cette lettre, ce que là l'enfant a dû aller chercher chez ses camarades puisque l'enseignante n'a pas voulu lui donner. Et c'est très intéressant pour le coup, et comme elle dit, c'est une leçon qu'elle n'est pas prête d'oublier, et c'est intéressant, c'est pertinent. C'est ô combien pertinent. Je suis un peu trop descendu. Voilà. Hop. Et cette leçon, c'est la confiance. L'exemple ci-dessus montre aussi également comment le concepteur, le superviseur, l'animateur, celui qui prend soin de l'environnement, nourrit l'autonomie. C'est d'abord un laisser-faire des initiatives, une confiance, et puis un soutien non envahissant. C'est-à-dire qu'il ne va pas au-delà de ce que demande l'autre. Face à l'émergence, il n'y a pas de rejet, mais il y a acceptation. Et cela produit de merveilleux résultats très surprenants. Le plus compliqué pour Alvarez a été finalement de suivre les enfants déjà déconnectés de leurs élans, malheureusement obéissants, déterminés, qu'elle appelle ici les bons éléments. Ils sont ceux qui brillent dans les environnements les plus autoritaires, car ils répondent aux injonctions explicites et implicites des adultes, ont déjà fait taire toute motivation intrinsèque pour adopter ce qu'on explicitera au chapitre suivant, les motivations extrinsèques mal internalisées, qui souvent rassurent des adultes parce que c'est un contrôle prédictible de ce que va faire l'enfant. Ils étaient incapables pendant plusieurs très longs mois de se rentrer sur leurs propres envies, de prendre plaisir à effectuer une activité seule, sans avoir en retour une appréciation de ma part. Je revois encore certains d'entre eux se plonger dans une activité et se redresser lorsque je passais à côté, espérant que je dise « c'est bien », ce que je ne faisais pas. Ils finissaient alors par se lever de leur chaise pour venir jusqu'à moi, pensant que je ne les avais peut-être pas vus, et ils me posaient la question « Céline, est-ce que c'est bien ?» Il me fallut beaucoup de temps pour aider ces bons éléments à se séparer du jugement tout-puissant de l'adulte et à se reconnecter de nouveau avec leur jugement personnel. Elle pense alors que c'est trop tard pour ces enfants trop scolaires, trop dépendants des attentes des adultes. Le spectacle la désole, lui fait mal au cœur, parce qu'il semble avoir perdu toute motivation intrinsèque pour quelconque activité et être dans une motivation extrinsèque chronique. Ils avaient 4 ans et ils étaient déjà complètement décentrés d'eux-mêmes, accrochés au jugement arbitraire de l'adulte, passionnés, non pas par l'exploration et la découverte, mais par la possibilité de faire mieux que le voisin, d'augmenter leur capital sympathie auprès de la maîtresse. En maternelle, j'ai eu une petite de 2 ans qui connaissait l'alphabet, mais c'est trop ouf ça, c'est trop ouf. C'est génial justement, et il faut être là pour justement accompagner l'enfant là-dedans.
Et justement, essayer, comme elle le montre, de ne pas conditionner la réussite à un jugement de valeur. Et c'est pour ça que c'est dit avant, il ne faut pas avoir un jugement de valeur sur oui c'est bien, non c'est pas bien. Parce que le problème c'est que si vous faites ça, vous allez conditionner la réussite à une récompense. En l'occurrence une récompense morale, peu importe, hein, mais c'est une récompense. Tu réussis, je te récompense. Or ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut que l'enfant apprenne à explorer par lui-même. Hop là, pour que l'adulte derrière puisse faire exactement la même chose quand il sera adulte et qu'il ne soit pas conditionné par est-ce que la société valide, est-ce que les autres autour de toi valident. Il faut qu'il puisse faire les choses par lui-même pour répondre à ses besoins. Et ça c'est bien, c'est important de le mettre en avant. Progressivement néanmoins, Alvarez et Biche trouvent une solution pour qu'ils se reconnectent à leur motivation intrinsèque. Chaque fois qu'elle voyait que ses enfants semblaient apprécier une activité, elle les reconnectait à leur ressenti en disant « Ah, je vois que tu es content de faire cette activité. J'aime te voir comme ça. J'espère que tu trouveras d'autres activités qui te plaisent autant. » Et petit à petit, ils ont pu retrouver des élans spontanés, à aller vers ce qu'ils sentaient aimer personnellement, et non ce que les adultes aimeraient. Un des problèmes, c'est que deux mentalités peuvent être violentes pour les enfants quand ils passent de l'une à l'autre. Oui, tout à fait. Réussite égale récompense, c'est le principe du dressage. Mais tout à fait, mais complètement. C'est le problème de l'éducation en Occident, mais tout à fait, et pas qu'en Occident je pense, mais effectivement en Occident c'est quelque chose qui est très prégnant, qui est très très visible. On a une manière de faire de l'éducation qui est absolument absurde et dysfonctionnelle au possible, parce que derrière ça crée des attentes qui vont pas juste être dans l'éducation, qui vont se retranscrire dans tous les comportements. C'est pas sans raison que par exemple, vous prenez, je vais prendre un exemple très concret, vous me prenez moi. Voilà, moi, j'ai besoin, et c'est stupide, hein, je le sais que c'est stupide, c'est ça le pire, j'ai les outils, que ce soit en termes d'études ou de connaissances, voilà, pour comprendre que c'est parfaitement stupide comme besoin, mais j'ai les besoins que dans le chat, il y ait de l'activité et qu'on me dise « Bah merci, j'ai passé un bon moment ». Systématiquement, quand j'ai quelqu'un qui me dit bah je dois y aller, merci pour le live ou quoi, systématiquement, je vous fais toujours quasiment la même phrase, quasiment au mot près, qui est bah, j'espère que vous avez passé un bon moment et compagnie. Et à chaque fois, j'essaye d'avoir une validation. Chaque fois, j'essaye d'avoir de vous que vous me dites oui, j'ai passé un bon moment, oui, c'était cool, oui, j'ai appris des trucs. Alors que c'est profondément stupide, parce que moi, de mon côté, l'activité de stream, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire une activité. Franchement, le stream, mais je m'y réalise comme jamais je me suis réalisé là-dedans dans mon ancien taf. Et pourtant, dans mon ancien taf, j'appréciais énormément le taf. Mais il y avait tellement de contexte autoritaire autour qui était tellement problématique, de foutage de gueule dans mon activité que je pouvais pas être aussi comment dire, satisfait de mon activité. Et aujourd'hui, dans mon activité de streaming, au contraire, je kiffe de ouf, mais je kiffe comme jamais. Et vraiment, j'ai conscience que c'est une activité qui me plaît, qui satisfait mes besoins. Mais systématiquement, je vais avoir un besoin de reconnaissance. Systématiquement, je vais essayer d'avoir de votre part que vous me disiez oui, j'ai passé un bon moment, oui, c'était intéressant, oui, j'ai appris des trucs, oui, c'était cool, oui, je vais revenir. Comme si j'avais besoin de votre validation pour dire ouais, moi, j'ai passé un bon moment. Alors que fondamentalement, moi, j'ai passé un bon moment. Voire même, là maintenant, je le gère mieux, mais il y a encore un an, il suffisait que sur un stream pour une raison X ou Y, il y a eu moins de monde. Et après le stream, en fait, quand je vois le résultat, parce que du coup là je ne regarde pas la quantité de personnes, mais quand j'ai fini le stream, j'ai un mail qui me dit voilà, on a été tant en moyenne. Il suffisait que je vois qu'en moyenne on était plus bas que les jours d'avant, et je me disais ah en fait c'est de la merde, ah en fait c'est nul, ah putain c'est un stream mauvais. Et pourtant, peut-être que j'avais passé 6 heures à m'éclater comme un fou. Et c'est ça qui est incroyable en fait. C'est quand même ça qui est un truc de ouf quoi. Et les stats Twitch m'ont l'air giga perverses, mais oui bien sûr, mais bien sûr. Parce qu'en fait, on est dans une activité où ta réussite financière va être conditionnée en fait au fait de comment dire. Ta réussite financière va être conditionnée au fait que tu as plus ou moins de personnes. Globalement, plus tu as de personnes, plus tu vas avoir une réussite financière derrière. Et tu as forcément l'impératif, vu qu'on vit dans une société qui est ô combien centrée sur le pognon, et que pour s'acheter à manger, bah, il faut s'acheter, il faut de l'argent. Tu vas avoir ces impératifs en conscience tout le temps. Donc tu essayes d'avoir une courbe de progression, tu essayes d'avoir justement des gens qui sont attirés par ton stream, et d'avoir un stream qui au cours du temps est de plus en plus nombreux, d'avoir de plus en plus d'activités dans le chat, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent, qui reviennent, et ça c'est important pour ton activité, pour en faire quelque chose d'un peu pérenne, c'est mine de rien plutôt pas mal important.
Et le truc c'est que quand tu vois les stats de Twitch, la manière dont elles reviennent en fait, c'est que, alors celle que moi j'ai désactivée c'est en temps réel. En temps réel tu vois combien il y a de personnes, donc bah du coup c'est juste un chiffre qui te dit bah là par exemple on est, je sais pas moi 10, là on est 20, là on est 15, peu importe. Et ça se met en temps réel, donc parfois bah tu vas voir que début de stream, la première heure on a réussi à monter à 15, et puis deuxième heure de stream, tu sais pas pourquoi on est descendu à 8. Et t'es là et tu fais mais pourquoi? Mais niquez-vous. Et tu comprends pas, et quand t'as cette stat qui est affichée devant toi et que tu vois les chiffres qui baissent, bah ça peut te bouffer. C'est pour ça que moi je l'ai désactivé, comme ça bah je le vois pas et je me prends pas la tête. Le truc c'est que par contre les stats, le mail que tu reçois à la fin de ton stream, il te dit où on a été tant en moyenne. Admettons en ce moment je suis autour des 10 en général, un peu moins de 10. Et le truc c'est qu'à côté de combien on était en moyenne, il te dit par rapport au jour d'avant, par rapport au dernier stream. Et du coup il va te dire par exemple plus 1, moins 2. Et ça, c'est ce côté-là où tu vas te dire, mais putain, ça te bouffe, parce que la manière dont c'est présenté, en fait, bah, c'est que tu te dis, là j'ai baissé en vue, pourquoi? Là j'ai baissé en moyenne, pourquoi? Tiens, là j'ai une stat, pareil dans le tableau, vous avez, tiens, vous avez eu tant de follow aujourd'hui. Et potentiellement, ça va vous dire, tiens, vous avez eu 2 follow en moins que hier, parce que peut-être que le jour d'avant, vous avez eu 2 follow pour le coup. Mais ce jour-ci, vous n'en avez pas eu. Et comme à chaque fois c'est par rapport au stream d'avant, et bah tu vois ça. Et à chaque fois tu vois le petit moins qui est à côté ou le petit plus, mais généralement c'est un moins. Et du coup t'es là et tu fais mais niquez-vous. Et ça te bouffe. Alors qu'encore une fois, d'un point de vue purement factuel, le stream que t'as fait de... en général moi je fais des streams de 5, 6 heures, 7 heures. J'ai kiffé mon stream. J'ai passé un bon moment avec les gens. J'ai bien discuté avec vous, je me suis bien amusé sur le jeu, je me suis bien amusé sur la lecture, peu importe. Mais je passe un bon moment. Indépendamment du nombre de personnes qu'il y a eu, je passe un bon moment. À partir du moment où j'ai au moins une ou deux personnes qui papotent dans le chat, je suis content. C'est sûr que si je suis tout seul à parler et qu'il n'y a personne qui parle dans le chat, là par contre ça va me bouffer parce que je vois que littéralement il n'y a personne. Et c'est un peu tristouné. Et ça c'est autre chose. Mais bon voilà. Elle est conne cette stat, elle ne questionne pas les bons indicateurs, elle est complètement décolérée du sujet du stream, du jeu, des viewers, des autres copains en stream. Elle est complètement déconnectée par exemple des stats générales de Twitch. Est-ce que là en ce moment par exemple on était en période de fête? En période de fête potentiellement t'as moins de monde ou plus de monde, peu importe, ça dépend. En période de vacances ça va changer aussi. Typiquement en général pendant les vacances scolaires j'ai plus de gens. Ce qui est pas sans raison, c'est les vacances scolaires, donc tous ceux qui sont en faculté, tous ceux qui sont en lycée, en collège sont amenés à ne pas être au collège, au lycée, en faculté et peuvent du coup venir sur le stream et du coup sont en stream. A contrario, si on est en pleine période d'examen ou quoi, bah là il va y avoir vachement moins de gens. On est en fin d'année systématiquement non seulement vous avez les fêtes où du coup les gens sont vachement pris par les fêtes de famille, tout ça, mais en même temps d'un point de vue des entreprises vous avez généralement tout ce qui est bilan et compagnie, ce qui fait que les gens qui m'écoutent depuis le travail sont vachement moins sujets à avoir du temps et donc du coup sont vachement moins présents sur le stream et donc forcément mes chiffres stats, mes stats baissent et ça il le prend pas en compte, il te dit pas tiens par rapport à l'année dernière au même moment t'es au-dessus, t'es en dessous. Ça, il s'en bat les reins. Donc, c'est des stats qui sont effectivement pas forcément très cohérentes. Et même comme ça, je sais pas si ça serait si cohérent que ça. Je sais pas si ça serait si cohérent que ça. Parce que, effectivement, il faut prendre aussi en compte qu'est-ce que je fais. Là, cette fois-ci, par exemple, je suis en Just Chatting. Ok. Est-ce que la fois d'avant, j'étais en Just Chatting? Non, pas forcément. Typiquement, j'ai constaté que quand je fais du Warhammer 40K, quand je fais des jeux Warhammer en général, je gagne des vues. Systématiquement, on est en général plutôt autour des 15 vues que des 10. Si je fais un live lecture, on est plutôt aux alentours des 10. Si je fais un jeu comme Trace the World, on est généralement plutôt autour des 6. Vous voyez, c'est con, hein, mais vous voyez les différences tout de suite en fonction du jeu que je fais, ça n'attire pas les mêmes gens. Systématiquement. Mais systématiquement. Vraiment. Et c'est une manière de te dire, bah tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse que du Warhammer 40K. De près ou de loin. Bon après le problème c'est que moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie d'avoir une chaîne qui me ressemble et je vais prendre du plaisir à ce que je fais. Et il y a des moments où je kiffe de ouf à faire du Warhammer 40K, peu importe le jeu, et à d'autres moments pas du tout. Je sais pas qu'il y avait une si grosse niche pour Warhammer. Ah ben clairement il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du Warhammer et tu fais du Warhammer ça fait venir des gens hein, directement. Hein. Quand j'ai fait du Mechanicus, alors que je le faisais en pleine nuit, parce qu'à ce moment là je faisais les streams de nuit, j'avais systématiquement plus de monde. Alors que pourtant c'est des streams que je faisais entre minuit et 7h du mat, tu vois. Mais il y avait plus de monde. Et là pareil, quand je lance du Total War Warhammer 1 ou 2, j'ai tout de suite plus de monde.
quand je fais un jeu Warhammer, concrètement, il y a du monde. Voilà, c'est systématique. Parce que ça attire du monde, parce que justement, c'est un milieu, un univers qui attire du monde, des gens. Alors que bah, malheureusement, il n'y a pas forcément, enfin malheureusement ou pas, hein, il n'y a pas forcément beaucoup de streamers qui sont dessus. Pareil, quand je fais des jeux de stratégie, gestion un peu particuliers, comme par exemple Stellaris, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du Stellaris. Et tout de suite, bah, le peu de gens qui aiment Stellaris, ils sont peut-être pas une grosse quantité, mais comme il n'y a pas beaucoup de streams, bah, ils viennent chez moi, par exemple. Et ça, je l'ai constaté, je fais du Stellaris, pareil, je monte sur les 15 assez facilement. Et c'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Mais tout ça pour dire que du coup, effectivement, les jugements de valeur, en fait, vont vous conditionner à une récompense. Le jugement de valeur, en soi, est déjà une récompense. Ou une punition, selon qu'elle soit positive ou négative. Ce qui fait que du coup, ça va conditionner votre activité, ça va conditionner votre manière de voir l'activité en fonction de ces récompenses. Et c'est là le problème. Et c'est là tout le problème. Le Soon, le 3, c'est vrai, il y a Total War 3 bientôt. Je sais plus quand c'est qu'il sort, mais je crois qu'effectivement, c'est dans pas longtemps. Je l'ai pas préco, parce que j'aime pas précommander. Je vous avoue. Bah non, je l'ai pas, donc ça sert à rien de regarder dans la bibliothèque. Crétin des Andes. Warhammer 3. Ah, puis 60 balles en plus, hein, la con de roue. Hein. Ah, ça pique, hein. En février, oh ça va, on a le temps. On a le temps. Et en plus, fin février, mine de rien. On verra si on en fait. Le problème étant toujours le même avec les Total War, c'est que j'aime pas les batailles tactiques. J'aime la stratégie. Donc, bon, on verra si j'en fais. Je ne sais pas. Le problème, c'est que ces stats sont beaucoup trop simplifiés. Il y a beaucoup de données qui ne sont pas données. Rien que le pays peut donner beaucoup d'infos. Oui, aussi, bien sûr. Mais en fait, encore une fois, quand bien même les stats ne sont. En fait, je pense que les stats poseraient problème dans tous les cas. En vrai. Parce que on n'a pas forcément le recul nécessaire dessus. Pas forcément facilement. Donc je ne sais pas si on peut facilement avoir des stats qui seraient adaptés. Même avec plus d'informations, même plus corrélées par exemple au pays ou quoi. Parce qu'en fait il faudrait tellement de stats pour avoir toutes les informations pour que justement ça soit informatif, qu'en fait on se retrouverait avec un dossier en fait. T'aurais pas un mail, t'aurais un dossier de stats. Et je sais pas si du coup ça serait très lisible. C'est tout le problème. Bref, je reprends un peu la lecture sur ça. Progressivement, néanmoins, Alvarez et Biche trouvent une solution. Ah mais non, ça je l'ai lu, pardon. Cette technique de refléter les émotions d'autrui pour qu'ils prennent conscience et se reconnectent à ce qui compte pour lui est tout à fait exportable à des milieux différents, y compris adultes. C'est notamment l'un des fondamentaux majeurs des techniques de psychologie humaniste de Carl Rogers qu'on a pu voir en extension BF. Cela peut paraître anodin, mais en fait c'est extrêmement efficace en termes de soutien aux besoins fondamentaux, d'aide à la transformation individuelle, mais aussi collective, si celui qui est soutenu a un pouvoir sur l'environnement social. Il s'agit de reconnecter la personne à ses émotions, à ses plaisirs, à elle-même, en faisant miroir de ses émotions et de ses élans joyeux, mais en ne répondant pas aux demandes liées au système de domination, les demandes d'être jugé, de comparaison, de surveillance, d'évaluation, d'ordre, etc. Est-ce autodéterminant ? Autonomie. Il n'y a pas d'évaluation, le suivi est discret et davantage lié à l'organisation de ce qu'il y a à présenter à l'enfant pour nourrir son besoin de compétence. Les menaces à l'autonomie qui peuvent émerger des conflits entre enfants sont remplacées par des occasions de leur apprendre des compétences socio-émotionnelles pratiques. Aucune menace n'émerge de l'environnement, les adultes se méfient eux-mêmes d'être dominants, tendent aussi vers un fonctionnement horizontal entre eux aussi. L'ATSEM avait tout autant un pouvoir d'initiative et de réflexion qu'Alvarez, qui n'était pas sa chef, contrairement aux relations dans les environnements classiques. Alvarez appuie les moments de joie des enfants pour leur rappeler leur motivation intrinsèque, ce qui nourrit le besoin d'autonomie comme on a pu le voir avec les techniques de Rogers. Compétences et flow. Pour faire émerger un flow, l'environnement social peut proposer des activités qui ont un bon ratio compétences-défis ou laisser beaucoup de choix d'activités variées à la personne qui pourra s'ajuster librement, ne pas être contrôlant, laisser libre l'activité claire, objectif, bon feedback, répondre aux besoins de compétences, les activités étant parfaitement conçues pour suivre ce cadre de conception. Merci beaucoup Mike Hawk, merci beaucoup pour le follow, tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent, bienvenue à toi, mets-toi bien, installe-toi bien, j'espère que tu vas apprécier le live, on est en plein live lecture sur En toute puissance, un ouvrage écrit par V6 qui est vachement bien et on est en train d'étudier tout ce qui est le flow, tout ce qui est la motivation intrinsèque, ce genre de choses.
Proximité sociale, non seulement elle est nourrie au quotidien par des interactions horizontales, moments d'échange le matin, mais il est enseigné aux enfants à la nourrir entre eux, notamment sur l'apprentissage de comment exprimer ses émotions, d'une façon qui ne soit pas insultante, savoir exprimer le conflit, ses besoins à l'autre pour régler le problème. Autrement dit, ils apprennent là des compétences socio-émotionnelles et cela les aidera toute leur vie à rester connectés aux autres, résoudre des conflits, neutraliser les sapages à leurs besoins. Motivation intrinsèque. Tous les éléments qui pourraient la saper seront supprimés de ce modèle. Évaluation, jugement, punition, récompense, etc. Et tous les éléments installés tendent à optimiser la motivation intrinsèque, la conception de la classe, le choix d'un matériel à bon feedback, le soin apporté au feedback positif des individuels et collectifs, etc. Et je pense qu'on a fini la partie, on passe en construction. Ça fait déjà 1 heure pour la VOD, donc petite fougère de YouTube, on va s'arrêter là pour la rediffusion. J'espère que tu as passé un bon moment sur cette lecture là, et puis on se dit à très bientôt pour la suite. Des bisous, ciao 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 petite fougère de YouTube.